Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Allez, 20h13, merci de passer votre début de samedi soir et non pas de dimanche soir avec nous sur Europe 1. À mes côtés pour cette deuxième heure d'Europe 1 Soir Week-end, eh bien, j'ai Vincent Roy, journaliste. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Également Adrien Matou. Bonsoir Adrien, Bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir. Messieurs, on reçoit ce soir Alexandre Melnik. Bonsoir Monsieur Melnik. Bonsoir. Vous êtes professeur de géopolitique à l'ICN Business School, ancien diplomate soviétique à Paris et auteur aussi de Le Monde nous appartient aux éditions Connaissance et Savoir. J'ai tout bon? Ça va? Fait, parfait. Bon, parfait. Merci de passer ce gros quart d'heure Merci avec à nous. Monsieur Melnik, si finalement les États-Unis avaient besoin de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine plus qu'on ne le pense, est-ce qu'on pourrait penser à ça? Non, je crois pas. Les États-Unis n'ont pas vraiment de cette guerre. C'est Donald Trump qui a besoin d'arrêter la guerre. D'arrêter la guerre le plus rapidement possible. Souvenez-vous, 24 heures, il a promis. Bon, il se positionne comme faiseur de paix. Hein? Donc, sauf que, il ne comprend pas les raisons profondes de cette guerre. C'est-à-dire, pour lui, c'est un deal transactionnel. Tout de suite, immédiatement, arrêter la guerre, peut-être pour le prix Nobel de la paix. Alors que les causes de cette guerre sont extrêmement profondes. Ben justement, si vous pouvez nous faire un petit reminder comme ça de ces causes profondes, vous qui êtes professeur de géopolitique et surtout ancien diplomate soviétique à Paris, vous êtes forcément concerné. Évidemment, parce qu'en fait, il s'agit d'une guerre existentielle. C'est une guerre qui puise ses racines d'abord dans l'histoire de la Russie, parce qu'il y a un concept de la troisième Rome en Russie, c'est-à-dire la Russie, après l'effondrement de la Rome antique et de Constantinople, doit prendre le leadership moral du monde. Et Poutine se positionne sur ce créneau-là. C'est-à-dire comme si la civilisation occidentale est complètement foutue, pourrie, etc., court à sa perte. Et c'est la Russie, avec les valeurs traditionnelles, les valeurs morales, qui doit assurer, si vous voulez, cette authenticité de la foi chrétienne, orthodoxe. Ça, c'est la première raison un peu conceptuelle. Deuxième raison, il faut chercher quand même dans l'histoire, après l'effondrement de l'Union soviétique, que Vladimir Poutine considère comme le plus grand désastre géopolitique du XXe siècle. Donc, il veut restaurer. La grande gifle, en fait. La grande gifle. C'est-à-dire, c'était vécu comme une sorte d'humiliation. Donc, il se positionne comme réparateur de cette humiliation. D'ailleurs, il y a une certaine analogie avec d'autres qui peuvent se poser aussi. Ceux qui se considéraient qu'ils étaient humiliés et il essaie de réparer cette humiliation. Pour lui, l'Union soviétique, il faut réparer sans le communisme, parce que il comprend, le communisme, c'est déjà fini. Le mur de Berlin a, si vous voulez, sonné le glas du communisme en tant qu'idéologie. Mais réparer cette faute historique, d'après Poutine, et reconstituer une sorte d'empire russe, soviétique, sans le communisme. Et évidemment, l'Ukraine, c'est le noyau dur, c'est le corps même de cet empire. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer le monde russe sans Ukraine, parce que l'Ukraine, et Kiev, par exemple, la capitale de l'Ukraine, c'est la matrice originelle de ce monde russe. C'est la capitale, si vous voulez, la mère des villes russes. Et troisième raison, pour répondre à votre question, elle est beaucoup plus, si vous voulez, prosaïque. C'est-à-dire, la Russie aujourd'hui, c'est un régime autoritaire. À tendance dictatoriale. L'Ukraine aujourd'hui, c'est une démocratie. Démocratie naissante. Démocratie n'est pas parfaite. Mais est-ce que vous connaissez, vous, les démocraties parfaites? Et il n'y en a pas. La démocratie partout connaît aujourd'hui une crise existentielle. Et donc, il y a incompatibilité entre ces deux régimes. C'est-à-dire, Poutine, elle engage une guerre contre la démocratie pour, en tout dernier ressort, sauver son propre régime autoritaire. Parce que le pire, si vous voulez, le pire Covid, si je peux me permettre, pour toute démocratie, pour tout régime autoritaire, c'est la démocratie. Parce que si les Russes voient que les Ukrainiens sont libres, choisir, voyager, etc., ça peut être extrêmement contagieux. Et ce régime autoritaire peut s'effondrer comme un château de cartes. Est-ce qu'après, comme ça, plusieurs années de guerre, des centaines de milliers de morts et de personnes blessées, est-ce que Vladimir Poutine est rassasié ou il a encore besoin de plus d'expansion? Non, c'est un ogre. Je reprends l'expression d'ailleurs du président Emmanuel Macron. C'est ce que j'employais d'ailleurs. Donc en fait, cette paix, elle est complètement illusoire. Voilà, complètement illusoire. Donc les autres pays ont besoin de s'inquiéter. Bien sûr, c'est un ogre qui se nourrit de guerre. Comme, pour reprendre l'expression de Jean Jaurès, la nuée qui porte l'orage. Enfin, la guerre, c'est l'ADN aujourd'hui de ce régime. Et tant que Poutine est au pouvoir, il sera au pouvoir jusqu'au bout, parce qu'il est assuré de rester au pouvoir à vie.
parce qu'il a modifié la Constitution, il est déjà depuis 25 ans, eh bien, en tant que Poutine est au pouvoir, la guerre continuera et la guerre ira crescendo. Et ceux qui sont dans son premier cercle, qui peuvent rester justement aux commandes, sont sur le même état d'esprit ou ils sont moins combatifs? Vous touchez une question essentielle. Parce que, à mon avis, évidemment, vous savez, en géopolitique, on a presque droit à l'erreur. Je peux me tromper. Mais d'après mon expérience et aussi du vécu, parce que, comme vous l'avez souligné, j'étais diplomate dans les hautes sphères du pouvoir soviétique, eh bien, je pense qu'il s'agit de sa guerre à lui. C'est-à-dire son héritage. C'est son bébé. Alors que son entourage le plus proche était plutôt réticent par rapport à cette guerre. Et vous savez pourquoi? Parce que les enfants de son entourage, ils sont où? À Russie? Non. Ils sont en Occident. Ils sont en Europe. Ils sont aux États-Unis. Ils veulent vivre. Ils veulent continuer à voyager. Aujourd'hui, ils sont privés de leur avenir. Donc, c'est pour ça que il a humilié, d'ailleurs, Poutine, son entourage. Souvenez-vous, avant la guerre, il avait humilié un certain Narishkin, qui était, à l'époque, et toujours d'ailleurs, le chef des services de renseignement extérieur. Il a humilié comme si c'était un petit enfant. Donc, alors, c'est pour ça que je pense que la guerre en Ukraine, c'est la guerre de Poutine. Ça ne veut pas dire que par un coup de baguette magique, si Poutine est évincé, que la Russie deviendra une démocratie à la Suisse. Non, bien entendu non. Mais enfin, la guerre sera arrêtée. Et après, il y aura une nouvelle donne. Nous sommes avec Alexandre Melnik, professeur de géopolitique à l'ICN Business School et ancien diplomate soviétique à Paris. Merci de répondre aux questions d'Europe 1 Soir Week-end. Alors justement, là on parlait des envies de conquête de Vladimir Poutine, jamais rassasié, l'ogre. Vous vous rappeliez justement ce que disait le président de la République française. Moi j'aimerais savoir, là on disait que si jamais lui venait à disparaître, cette guerre, sa volonté de conquête, de gagner du territoire, augmenter la Grande Russie, ça va s'éteindre avec lui. Donc quelque part, il n'est pas soutenu. Certains, vous qui êtes un ancien diplomate soviétique, dans le cœur même de la Russie, même s'il est très difficile de pouvoir s'exprimer dans un pays totalitaire, est-ce qu'il commence à avoir une montée de la base comme ça, qui a peut-être marre de cette volonté de conquérir? Le problème, c'est que la population russe est lobotomisée, zombifiée par la propagande et par la peur et par le mensonge. Le mensonge est total. Le mensonge est devenu omniprésent. Et les gens ne s'expriment pas. Ils ont peur de s'exprimer. C'est-à-dire, il ne faut pas compter aujourd'hui sur une révolte qui viendrait de la société civile qui n'existe plus. Parce que finalement, ce régime de Poutine avait laminé toute opposition. Mais ils ont peur, mais ils y croient au discours ou ils savent que ce sont des balivernes? Ils ont peur. Vous savez, c'est comme à l'époque de Staline. C'est très difficile de savoir s'il y croyait ou pas, s'il croyait au communisme ou pas. Mais le communisme s'est effondré comme un château de cartes. Je vous le rappelle aussi. C'est pour ça que on ne peut pas compter sur cette révolte de la société civile, qui est aujourd'hui complètement atone, lobotomisée, je répète, mais sur une révolution de palais. C'est-à-dire les gens qui sont autour de Poutine et qui sont pas très contents, ou je dirais mécontents de ce qui se passe actuellement. Et là, vous voyez des gens qui voudraient l'exclure? Pour le moment, non. Ou c'est encore vraiment le tsar en sa demeure? La peur, le tsar, vous savez, c'est-à-dire la peur, aujourd'hui, règne un peu partout, tous azimuts. Mais évidemment, à un moment donné, il y a déjà une prise de conscience qui commence à émerger. Parce que tout simplement, cette guerre n'a pas été gagnée. Ça fait déjà 3 ans et demi. Vous savez, le but de cette guerre était quand même de prendre Kiev en quelques jours. Oui. C'est-à-dire conquérir l'Ukraine. C'est-à-dire assujettir l'Ukraine à ce monde russe dont je vous ai parlé. Eh bien, on est toujours là. On est toujours, finalement, l'armée russe grignote, mais il n'y a pas de percée. C'est-à-dire, c'est déjà une défaite de Poutine. Et la défaite du tsar ne peut pas être pardonnée dans un pays comme la Russie. Justement, Poutine qui a souvent dit qu'il pouvait peut-être encore muscler plus son jeu militaire, il aurait pu le faire. Pourquoi il l'a pas fait depuis 3 ans, d'aller vers peut-être des armes un petit peu nucléaires? Plusieurs fois, il a sorti cette menace du gourdin nucléaire, ce que j'appelle le gourdin nucléaire. Évidemment, pour moi, c'est du bluff. Et pourquoi il ne fait pas? Parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Et il essayait de mettre le paquet au début, si j'ose dire, mettre le paquet, mais ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, il faut savoir que la Russie, malgré tous les fantasmes que nous avons en France, en Occident, finalement, c'est un colosse au pied d'argile. C'est un pays dont le PIB ne dépasse pas celui de l'Espagne, par exemple.
C'est un pays extrêmement disparate en termes de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, l'économie russe est mal en point. Donc, c'est toujours cette espèce de syndrome de village Potiomkin, c'est-à-dire la façade est plutôt impressionnante, mais la réalité derrière la façade est beaucoup plus sombre. Donc, c'est pour ça que, pour répondre encore une fois à votre question, je crois que il ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire, il a atteint ses limites. Et ces limites ont été atteintes tout simplement parce que quand même l'Ukraine, d'abord, elle a héroïquement résisté. Et ça a surpris beaucoup d'observateurs. Parce qu'on pensait que l'Ukraine allait tomber. C'est un petit pays, d'ailleurs beaucoup plus grand, en tout cas que la France, hein, du point de vue du territoire. Mais l'Ukraine n'est pas tombée. Et puis quand même, l'Ukraine a suscité ce sursaut de la solidarité occidentale, qui n'est pas suffisant à mon avis. Mais on ne peut pas nier l'évidence quand même que l'Ukraine, qui aujourd'hui combat pour les valeurs occidentales qui avaient fondé notre civilisation, c'est-à-dire la démocratie, la liberté d'expression, la dignité humaine, enfin, ce sont les valeurs des Lumières, finalement, du XVIIIe siècle. Eh bien, l'Occident s'est réveillé. Et aujourd'hui, il s'agit pour moi de ce dilemme face auquel se trouve la civilisation occidentale, soit renaître avec l'Ukraine, soit finalement disparaître dans notre monde global où la civilisation occidentale n'a plus le monopole de l'histoire. Et les nouveaux pôles d'excellence comme la Chine, l'Inde et le Brésil, etc. montent en puissance. Alexandre Melnik, qui est donc l'invité d'Europe 1 Soir Week-end, professeur géopolitique à l'ICN Business School et ancien diplomate soviétique à Paris. Vous l'avez compris, on parle de cette guerre Russie-Ukraine. J'ai Vincent Roy qui hochait de la tête, qui opinait de la tête et qui a une question pour vous. Oui, parce que vous dites finalement l'Ukraine a formidablement résisté. Oui. Non, si je vous ai bien écouté, elle a formidablement résisté et elle a suscité le sursaut d'une partie des pays européens. Mais est-ce que c'est pas parce qu'elle a suscité le sursaut d'une partie des Européens et le sursaut aussi des États-Unis qu'elle a résisté? Dans quel état serait l'Ukraine aujourd'hui si ne lui était pas venue en aide tout à la fois l'Europe pour part, mais surtout les États-Unis? Première question. Et deuxième question, vous dites finalement l'Ukraine, c'est la volonté de l'Ukraine, c'est les Lumières, etc. Mais est-ce que l'âme slave est miscible avec les Lumières dont vous parlez? Oui, bon, il faut distinguer plusieurs choses. Il y a deux questions. D'abord, l'Ukraine a quand même résisté héroïquement, à la surprise générale, sans aucune ou presque aide occidentale au départ. Au départ. Mais combien de temps aurait-elle résisté? Mais il faut savoir quand même que après l'annexion de la Crimée en 2014, donc les Américains se sont engagés, évidemment pas avec l'armée au sol, mais ils ont fourni des armes. Ils ont fourni des armes et aussi, ils ont musclé aussi l'armée ukrainienne, qui est aujourd'hui, à mon avis, une des armées les plus modernes du monde. Ça, c'est une première partie de ma réponse à votre question. Donc, c'est-à-dire après, l'Occident s'est engagé. À mon avis, cet engagement n'a jamais été complet. C'est comme si, vous savez, on essayait de souhaiter la victoire de l'Ukraine sans vouloir la défaite de la Russie. Mais pour reprendre une métaphore footballistique, c'est un match coup près. C'est-à-dire, il y aura un gagnant et un perdant. Et à ce moment-là, il fallait dépasser notre peur de faire perdre la Russie dans cette guerre. Mais cette peur nous prend comme ça à la gorge. C'est-à-dire, nous, on a peur justement du chaos qui peut advenir après la chute du régime de Poutine. Donc, c'est pour ça que notre engagement n'est pas complet. C'est mi-figue, mi-raisin. Donc, mais c'est quand même grâce à cette aide occidentale et aussi, surtout, à cet héroïsme et les résistances du peuple ukrainien, parce que pour la première fois, l'Ukraine a retrouvé vraiment ses fondamentaux identitaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nation en armes qui se bat pour sa liberté, pour la protection de son identité, qui était assez floue quand même à l'époque soviétique. Donc, ça, c'est la réponse à votre première. Après, l'âme slave. Pour moi, l'âme slave, c'est un fantasme. C'est-à-dire, ça n'existe pas. Justement, donc, quand on dit les Slaves, etc., évidemment, tous les pays sont spécifiques, les cultures, etc. Mais vous savez, en voyageant à travers le monde, je suis persuadé que il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de pays qui soit inapte à la liberté et à la démocratie. Il n'y en a pas. J'enseigne beaucoup en Afrique.
Mes étudiants africains, ils veulent la démocratie. Après, il y a un contexte historique, contexte géopolitique, mais il faut pas fétichiser nos clichés, nos préjugés, parmi lesquels il y a ce cliché qui concerne l'âme slave, comme si la Russie, qui c'est vrai, je vous l'accorde, a connu la démocratie avec quelques interludes. Ça n'a jamais été une vraie démocratie solide, stable, etc. Mais écoutez, la France a mis quand même à peu près 100 ans pour passer de la monarchie à la démocratie de la Troisième République. Il faut semer des graines, il faut être patient. Vous pouvez pas accélérer ce processus démocratique, mais il n'y a pas de fatalisme non plus. Il enseigne en Afrique, mais aussi à l'ICN Business School. C'est Alexandre Melnik, ancien diplomate soviétique à Paris, après la question de notre éditorialiste Vincent Roy, celle d'Adrien Matou. Oui, alors je vais vous poser la question de la perception de la guerre russo-ukrainienne en Russie. Parce que vous l'avez dit, finalement, certes, la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, mais en réalité, la guerre avait commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée. Et finalement, quand on prend le recul sur 11 ans, la Russie a mis 11 ans, avec des centaines, des milliers de morts, un isolement diplomatique complet, à conquérir les 20% du territoire ukrainien et ne peut espérer que le Donbass s'il y a un accord de paix. Donc, est-ce que Vladimir Poutine va réussir à présenter quand même ce qui est un échec militaire et diplomatique comme un succès à la société russe, même si, vous l'avez dit, elle est en partie lobotomisée? Alors, je vous coupe, on va faire le journal permanent de 20h30 rapidement, et si vous voulez bien rester encore avec nous quelques minutes, c'est très sympa. Merci beaucoup de rester avec nous, Alexandre Melnik. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Et on poursuit cet entretien très intéressant avec Alexandre Melnik, ancien diplomate soviétique à Paris. Adrien Matou avait une question pour vous. Je laisse la repréciser, il l'a posée juste avant. Court. Allez-y, Adrien. Je la synthétise. Est-ce que finalement, en 11 ans, Poutine n'a pas réussi à gagner grand-chose? Il a isolé son pays, il a fait mourir plusieurs milliers de Russes. Il ne peut espérer que gagner 20% du territoire ukrainien. Est-ce qu'il va réussir à présenter cet échec comme un succès, comme une victoire, comme un triomphe militaire dans son pays? Vous avez très bien dit que c'est une défaite militaire. C'est indéniable. L'enjeu pour Poutine, d'habiller cette défaite militaire en victoire géopolitique à l'égard de son peuple et à l'égard aussi du monde. Parce qu'il faut toujours rappeler qu'il y a des pays qui soutiennent la Russie, en tout cas qui n'ont pas qui n'ont pas rejeté cette agression. Le problème que Poutine, c'est ce qu'on appelle le mons soviéticus, c'est-à-dire un homme du passé. L'horloge mentale de Poutine s'est arrêtée quelque part dans les années 70-80 quand il était agent du KGB. Donc, c'est-à-dire, il joue la carte de la nostalgie, comme si c'était, vous savez, en médecine, le syndrome du membre fantôme, quand on ressent toujours la sensation douloureuse à la place du membre qui est déjà amputé. Pour lui, c'est l'Union soviétique, et pour beaucoup de Russes aussi. C'est-à-dire, ils considéraient l'échec comme l'échec, l'effondrement de l'Union soviétique. C'est pour ça qu'il y a deux concepts. D'un côté, il y a le concept de, si vous voulez, de réinitialiser le passé, toujours le concept de Poutine, mais pour moi, c'est un homme du passé, c'est un homme du passif, alors que la Russie, la population russe aujourd'hui, surtout les jeunes, mes étudiants, parce que j'avais créé un diplôme aussi à Moscou, dans l'école où j'étais étudiant, eh bien, ils veulent voyager, ils veulent avoir des moyens de se brancher sur toutes les informations du monde. Donc, c'est pour ça qu'il y a un décalage entre cette nostalgie du passé instrumentalisée par Poutine d'un côté, qui considère aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, l'Ukraine comme une partie de la Russie. C'est-à-dire, pour lui, le choix de l'Ukraine pour l'Europe, c'est une sorte de trahison civilisationnelle. Alors que pour les jeunes générations russes, c'est pas du tout une trahison civilisationnelle. Ils sont plutôt dans le paradigme selon lequel chacun peut choisir son destin. Et je crois que Poutine va dans l'impasse. Je crois que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est évidemment les premières victimes de cette guerre, ce sont des Ukrainiens qui sont massacrés par lui, mais c'est aussi le peuple russe. C'est-à-dire, il conduit son propre pays au suicide politique, au suicide économique et au suicide moral.
Et quand je dis suicide moral, je donne cet exemple des mères russes qui avaient envoyé au front leur fils et qui remercient Poutine d'avoir tué leur fils pour toucher une prime. Si c'est pas un suicide moral, c'est quoi ça? Donc, c'est-à-dire ce pays, et vous parliez tout à l'heure de l'âme slave, de l'âme russe, elle est où cette âme-là, slave, cette âme russe, si justement un pays conduit par Poutine aujourd'hui est dans ce modèle, si vous voulez, dans cette vision du suicide moral, et économiquement aussi, en tant que professeur quand même de géopolitique dans une école de commerce, on vit aujourd'hui dans un monde globalisé où tout est interconnecté et on ne peut pas aujourd'hui s'extraire de ce monde-là. C'est ce que Poutine est en train de faire. Alexandre Melnik, j'aimerais revenir avec vous justement sur ces centaines de milliers de morts qu'il y a pu y avoir chez les Russes. Est-ce que la vie d'un jeune Russe vaut plus morte que vivante pour l'idée justement de défendre son pays? Dans quel état d'esprit, dans quelle philosophie ça se passe? Je sais comment nous, ça se passerait en Europe. Le prix de la vie est très important. Est-ce que là-bas, la communauté est peut-être plus importante que la vie en solitaire, j'ai envie de dire? La notion de mort en Russie n'est pas et de vie. La notion de vie et de mort et de la vie comme une petite parenthèse entre la naissance et la mort n'est pas du tout la même. Ça, c'est justement le décalage interculturel qui existe, parce que la vie en Russie, c'est quelque chose qui peut être justement sacrifié assez rapidement et facilement pour une sorte de mirage idéologique. C'était le cas pendant toutes les guerres. Par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, appelée en Russie la Grande Guerre patriotique, et il y avait combien de morts? Personne ne sait. La comptabilité de la mort n'est pas claire, mais il y avait à peu près entre 27 et 30 millions de morts. Quel prix l'Union soviétique payait pour cette victoire? Parce que c'était quand même l'Union soviétique a participé à la victoire sur le nazisme. Et aujourd'hui, Poutine aussi utilise cette, si vous voulez, aberration dans la perception de la vie et de la mort pour utiliser les soldats, les militaires, comme si c'était de la chair à canon. C'est-à-dire, regardez par exemple la démarche de Prigojine, qui utilisait son armée en masse pour mourir. C'est une sorte de héroïsation de la mort, finalement. C'est comme si c'était des martyrs qui mouraient pour leur propre pays. D'ailleurs, le seul pays au monde que je connaisse où les gens sont capables de mourir sans aucune autre explication rationnelle que le combat pour leur propre patrie, c'est la Russie. Et si c'était quelque chose qui pouvait être justifié d'une manière ou d'une autre au moment où l'Union soviétique a été attaquée par l'Allemagne nazie, aujourd'hui, la Russie n'a pas été attaquée. C'est-à-dire, il y a une version de ce qu'on appelle de charge de la preuve. C'est-à-dire, aujourd'hui, Poutine essaie de présenter cette guerre comme une guerre patriotique. Elle marche, par contre, chez vous, ça fonctionne. C'est-à-dire, c'est toujours cette aberration de la vision de la vie et de la mort. Pays qui n'a pratiquement jamais connu la démocratie, ni les Lumières. On a parlé des Lumières. Les Lumières, c'est la dignité de la vie humaine. C'est ça, les Lumières, pour moi. Alors que la Russie a zappé complètement la période de la Renaissance, la période des Lumières, etc. Mais est-ce qu'en 2025, les Russes vivent mieux qu'en 2000? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Évidemment, grâce à la globalisation des échanges, évidemment, les centres, enfin, les capitales, Moscou et Saint-Pétersbourg, plutôt Moscou. J'étais d'ailleurs très étonné quand j'étais la dernière fois juste avant la guerre à Moscou, que la capitale russe était beaucoup plus moderne et digitalisée que Paris. Donc, vous pouvez me dire que c'est pas compliqué, mais si je compare avec Shanghai et les autres villes et pays qui sont très avancés, c'était tout à fait comparable. C'est-à-dire, ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a une nouvelle classe moyenne qui est apparue ces derniers temps dans les centres, dans les capitales de la Russie. Donc, il n'y a pas que les oligarques d'un côté et la pauvreté de l'autre. Mais la Russie, c'est le plus grand
pays du monde en termes de taille géographique, qui s'étend sur 11 fuseaux horaires. Et il ne faut pas généraliser la situation dans les grandes villes de la Russie. Oui, Moscou, c'est pas Vladivostok. Moscou, c'est pas Vladivostok. Vladivostok aussi, d'ailleurs, qui s'est développé. Mais, par exemple, entre Moscou et Vladivostok, il y a la Sibérie. C'est un énorme espace qui n'a pratiquement pas bougé. Tout simplement parce que la Russie aussi a misé son économie unijambiste sur les exportations de matières premières et a oublié, entre guillemets, de diversifier son économie. Donc c'est pour ça que, en répondant en synthèse à votre question, oui, grâce à la globalisation, il y a une nouvelle classe moyenne qui est apparue, mais il faut pas généraliser ce constat à travers l'ensemble de cet énorme pays. 7 Europe 1 Soir Week-end avec Alexandre Melnik. On poursuit plus longuement que prévu notre discussion et c'est fort intéressant. Vincent Roy, je vous en prie. Essayons par provocation pure, mais parfois il en sort quelque chose, de philosopher à coups de marteau. Il y aurait donc d'un côté le méchant Poutine et le bon Zelensky? Non, il y a d'un côté démocratie qui n'est pas parfaite. Démocratie tout simplement parce que Zelensky avait été élu suite à un débat contradictoire. En quelque sorte, c'est le miroir de notre monde global. Le monde, c'est-à-dire quelqu'un qui est apparu presque de nulle part et après qui réussit à fédérer une opinion autour de lui et grâce au débat contradictoire gagne cette élection. Et de l'autre côté, il y a un autocrate qui n'a jamais été confronté au débat contradictoire, qui n'a jamais été élu normalement parce que vous savez, on est élu tout simplement quand on a face à vous un contradicteur qui présente une autre vision, une alternative. Jamais aucune alternative n'a été présentée à Poutine. Il désignait ses propres candidats aux élections. C'est facile de gagner les élections si vous désignez vous-même vos rivaux. Bon, donc il y a aussi évidemment cette animosité qui existe entre deux personnalités, deux personnages, parce que Poutine, c'est quelqu'un qui vient du monde, de l'ancien monde. C'est quelqu'un qui était formé au KGB. C'est quelqu'un qui a réussi sa carrière grâce à la loyauté, alors que Zelensky, c'est quelqu'un qui avait commencé sa carrière, comme vous le savez sans doute, et nos auditeurs, comme un acteur presque clown. Très connu d'ailleurs en Russie. Très connu en Russie, il se produisait en Russie, il était beaucoup plus connu d'ailleurs en Russie qu'en Ukraine. Sa langue maternelle était le russe. Après, il a appris l'ukrainien, ce qui est aussi très important. Donc, et c'est quelqu'un qui se révèle tous les jours dans notre monde tellement mouvant, tellement fluide, alors que l'autre est resté une sorte de momie, une sorte dans le mausolée embaumé. Donc, alors que Zelensky, il progresse. Et en plus, la guerre l'a révélé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était révélé par cette épreuve, qu'il a affronté. D'ailleurs, moi, j'étais personnellement très surpris par son courage. Son courage qu'on peut appeler presque courage churchillien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui tient tête à cet ogre. Donc, je reprends cette expression. Et tenir tête à Poutine, c'est pas donné à tout le monde. Même nos dirigeants occidentaux. Donc, parfois, il faut pas humilier la Russie. Parfois, on a peur. Parfois, etc. On est toujours dans cette zone grise. On ne dit pas les choses. On ne voit pas jusqu'au bout de nos convictions. Alors que lui, il dit clairement les choses. Alexandre Melnik, ancien diplomate soviétique à Paris, est-que vous pensez que Vladimir Poutine pourrait aller en direction de ce cessez-le-feu, et même plus de cette paix que Donald Trump souhaite, sans forcément avoir la peau de Zelensky, ou alors est-ce que c'est un objectif personnel pour Vladimir Poutine? Non, bien entendu. Vous savez, est-ce qu'un serial killer peut s'arrêter? Non. C'est-à-dire, il est lancé dans cette dynamique. Il est obligé d'aller jusqu'au bout. Il ne peut pas s'arrêter. Parce que s'il s'arrête, c'est l'échec de toute sa vision, de tout son paradigme politique. Et donc, il sera puni. Il sera puni comme tous les tsars qui avaient en Russie, à travers l'histoire de la Russie, qui avaient perdu les guerres.
Regardez, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais la guerre de Crimée, dans la seconde moitié du 19e siècle, était perdue par la Russie. Après, il y a eu un changement quand même de régime, libéralisation, etc. La guerre de 1905 qui était perdue par la Russie face au Japon, qui a sonné le glas de la monarchie et, si vous voulez, était le prélude de l'arrivée au pouvoir de bolcheviks. C'est-à-dire, il ne peut pas se permettre de s'arrêter. C'est ça le problème de Poutine. Donc il n'y a pas de paix. Il nous reste une minute. Et tant que Poutine est au pouvoir, il n'y aura pas de paix. Alors justement, j'allais vous poser la question. Cette paix souhaitée par Donald Trump, qui veut absolument avoir son prix Nobel, est-ce qu'il va pouvoir l'obtenir avant la fin de l'année ou alors bien plus tard? Vous êtes trop optimiste là-dessus. Je suis naïf comme beaucoup de gens, c'est ça? Je crois qu'il faut être lucide. Il faut être lucide. Et la lucidité nous emmène jusqu'à quand alors, parce que les Ukrainiens trinquent? Il n'y a pas de timing, il n'y a pas d'échéancier. Pour vous, ça peut être une guerre qui peut changer d'intensité? Ce sera un conflit gelé. Et conflit gelé, c'est toujours une bombe à retardement. C'est-à-dire synonyme de nouvelle guerre. Excusez-moi peut-être de doucher l'optimisme. Et je voudrais dire aussi à Donald Trump, qui considère toujours d'ailleurs comme une bagarre de deux garçons dans une cour d'école, alors que cette guerre a des raisons extrêmement profondes, géopolitiques et existentielles que j'ai essayé d'expliquer. Un grand merci Alexandre Melnik, professeur de géopolitique à l'ICN Business School et ancien diplomate soviétique à Paris, d'avoir répondu à nos questions d'Europe 1 Soir Week-end. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Le Monde nous appartient aux éditions Connaissance et Savoir. Merci infiniment, monsieur Melnik. C'était un plaisir. À très bientôt.